Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un résumé du cours sur la statique des fluides. Alors tout d'abord quelques définitions générales. Les fluides représentent deux états de la matière que sont les liquides et les gaz. Les solides ne faisant évidemment pas partie de cette famille. Donc les liquides et les gaz, donc ça veut dire avec des molécules mobiles entre elles. Dans le cas du liquide, elles sont un petit peu liées. Dans le cas du gaz, elles ne sont plus liées les unes aux autres. Les fluides vont être définis. Alors, il y a plusieurs grandeurs qui vont définir les fluides. Une des grandeurs qu'on utilise énormément, c'est la masse volumique. La masse volumique, elle se note par la lettre grecque ρ, comme ceci, et elle est égale à la masse divisée par le volume. Donc on prend une certaine quantité de matière, d'un fluide, on mesure sa masse en kilogrammes, on mesure son volume en mètres cubes, et vous aurez donc une masse volumique en kilogrammes par mètre cube, ou écrit sur une façon en ligne, 1 kg multiplié par mètre moins 3, c'est la même chose. Vous irez voir mes vidéos correspondantes sur les conversions d'unités, évidemment si vous en avez besoin. Alors il y a une masse volumique que vous devez tous connaître, c'est la masse volumique de l'eau, puisque la masse volumique de l'eau, si je prends un volume d'eau égal à 1 mètre cube, la masse correspondante est à peu près 1000 kg. Donc 1000 kg pour un mètre cube, ça veut dire que la masse volumique de l'eau est de 1000 kg par mètre cube. Donc quand on dit 1 litre d'eau pèse 1 kg, c'est la même chose que 1000 kg, que 1 mètre cube d'eau pèse 1000 kg. Cette valeur, 1 litre 1 kg ou 1 mètre cube 1000 kg, ça ne fonctionne, ça ne marche que pour l'eau, évidemment. Vous avez des objets dont la masse volumique, des matières dont la masse volumique est plus petite que l'eau. Par exemple, si je prends la masse volumique de l'huile, eh bien la masse volumique de l'huile est plus petite que la masse volumique de l'eau, qui elle-même est plus petite que la masse volumique d'un autre liquide. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le mercure, un mercure liquide. Voilà. Donc évidemment, ces différents constituants, alors je pourrais prendre aussi le mercure, alors prenons peut-être plus simple, de l'eau salée, la masse volumique de l'eau salée. L'eau salée, la masse volumique est supérieure à celle de l'eau. Alors, dans la vie courante, on n'utilise pas forcément toujours les masses volumiques, mais on va parler de densité. Alors, si vous avez besoin de calculer une densité, la densité d'un objet, d'un liquide par exemple, eh bien c'est la masse volumique du liquide que vous êtes en train d'étudier divisée par la masse volumique de l'eau. Alors cette formule de densité, elle marche pour les liquides, mais on peut aussi l'appliquer pour des matières solides. Voilà, on prend comme substance de référence l'eau. Donc vous allez avoir des substances dont la densité sera supérieure à 1, donc ça veut dire qu'ils sont plus lourds que l'eau. Donc en gros ça veut dire que si vous les mettez dans l'eau, ils coulent. Si je prends de l'eau salée, la masse volumique de l'eau salée est plus grande que celle que l'eau, la densité de l'eau salée est plus grande. Si je verse tout doucement de l'eau salée dans l'eau, eh bien l'eau salée va avoir tendance à aller au fond. Vous allez avoir des substances à l'inverse dont la densité sera inférieure à 1, donc dans ce cas-là ces substances auront tendance à flotter. Et puis évidemment si j'applique la relation, la densité de l'eau est égale à 1. Donc c'est parfois plus facile d'utiliser de la densité puisque ça permet d'utiliser des valeurs plus simples que des kilogrammes par mètre cube. Voilà deux grandeurs. Je vous ai parlé de des liquides et des solides. On utilise aussi la densité pour des gaz.
Donc pour des gaz, la relation est exactement la même, sauf que la substance de référence pour les gaz, donc ce sera la masse volumique du gaz, la substance de référence c'est l'air, donc la masse volumique divisée par la masse volumique de l'air. Donc là encore, si la densité est plus grande que 1, ça veut dire que le gaz sera plus lourd que l'air, plus petite que 1, ça veut dire que le gaz sera plus léger que l'air. La densité de l'air chaud est plus petite que la densité de l'air froid, donc l'air chaud a tendance à monter. Pour information, la masse volumique de l'air, c'est 1,3 environ kg par mètre cube. Donc 1 mètre cube d'air pèse 1,3 kg. Autre grandeur caractéristique des fluides, c'est la valeur, l'expression de la pression. Alors la pression, on la note P, et par définition, la pression d'un liquide ou la pression d'un gaz, c'est la force exercée par ce liquide ou ce gaz divisée par une surface. On prend un échantillon de surface, S, et on va s'intéresser à la force qui va s'appliquer sur cette surface. Force ici. Qu'on exprime en newton. Je vous mets les unités. La force, elle est exprimée en newton. La surface, elle est exprimée en mètres carrés. Et la pression, alors vous pourriez dire des newtons par mètre carré. En fait, on a une unité particulière. La pression, elle s'exprime en pascal. Le symbole du pascal, c'est PA. Donc ça, c'est des pascals. Donc voilà la définition de la pression, pression à l'intérieur d'un fluide. Alors voyons maintenant un exemple, une application de cette relation là, P égale F sur S, dans le cas d'un vérin. Donc ce qu'on appelle la transmission de pression dans un fluide incompressible. Le principe du vérin hydraulique, c'est on va appliquer une force, ça peut être une force manuelle exercée par un opérateur, et cette force en fait va être décuplée et va permettre de soulever un véhicule. Par exemple, si je prends l'exemple d'un vérin dans un garage automobile. Donc ici vous avez le schéma d'un vérin de représenté. Donc l'opérateur va exercer une force sur un levier ici vers le bas. Va actionner un piston à l'intérieur d'un cylindre. Dans ce cylindre, il y aura un fluide donc réparti dans toute cette partie-là que je représente en orange. Alors ça, on n'en tient pas compte, c'est pour rajouter du fluide. Donc toute cette partie-là. Et vous voyez que ce fluide est relié à un autre piston dont le diamètre est différent. Donc tout ce que j'ai représenté en orange communique, c'est le fameux fluide incompressible. Alors fluide incompressible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essentiellement un liquide. Alors ça peut être de l'eau, ça peut être de l'huile, mais en tout cas on ne va pas utiliser un gaz. Si j'utilise un vérin et que je mets de l'air à l'intérieur, là je risque d'avoir des problèmes, vous allez comprendre pourquoi. La particularité le fait de dire que le fluide est incompressible, ça veut dire que dans le fluide, la pression, donc P, est constante, donc vaut la même valeur, est constante dans tout le fluide. Alors, on va supposer que l'appareil n'est pas un très gros appareil, vous allez comprendre pourquoi, que les dimensions n'excèdent pas quelques mètres. On pourra considérer que la pression est constante à l'intérieur du fluide. Donc vous voyez que ici on a deux compartiments, un compartiment numéro 1 qui est un petit piston, et un compartiment numéro 2 qui va être en contact avec un grand piston, donc de plus grand diamètre. Donc je peux considérer que dans les deux compartiments, la pression dans le compartiment 1 est égale à la pression dans le compartiment 2. Pourquoi ? Parce que le fluide est incompressible. Et j'ai dit, la pression est constante partout. Maintenant, si j'utilise la relation qu'on a vue tout à l'heure, la pression, c'est la force divisée par la surface. Si je m'intéresse à ce qui se passe ici, là, à la surface de contact entre le piston et le liquide,
je vais appliquer ici sur ce piston une force que je représente ici en rouge. Cette force, je vais l'appeler F1. Cette force, elle va s'exercer sur la surface en contact avec le liquide qui est représenté ici en rouge, donc cette surface qui est notée S1. Autrement dit, la pression P1 sera égale à la force que l'on va appliquer divisée par la surface ici du petit piston. Maintenant, au niveau du deuxième piston, je vais exercer une force sur cette surface. Je vais donc créer une pression P1. Cette pression P1 va se transmettre dans le fluide jusque dans le compartiment numéro 2. Dans le compartiment numéro 2, le fluide va appuyer sur le piston, ici sur la surface que je représente cette fois-ci en vert, et donc le piston va remonter cette fois-ci vers le haut, et donc va apparaître une force que je vais noter F2. Autrement dit, la pression numéro 2 sera égale à la force F2 appliquée sur la surface S2. J'ai dit que P1 était égal à P2, donc ça veut dire que mes deux expressions ici sont égales. Donc F1 sur S1 est égal à F2 sur S2. Maintenant, la conséquence de ce truc-là, c'est quoi? C'est que, imaginons que l'on prenne un piston numéro 2 dont la surface est nettement très supérieure à la surface S1. C'est ce qui est à peu près représenté sur mon dessin là. Et bien quand je vais faire mon calcul, si S2 est beaucoup plus grand que S1, pour que j'ai une égalité entre ces deux termes, là c'est un fait mathématique, et bien forcément c'est la force F1 sera très inférieure à la force F2. Autrement dit, la force F2 sera nettement supérieure à la force F1. Donc je résume, si j'applique une force F1 avec mon bras sur le petit piston, je vais récupérer une force F2 qui sera beaucoup plus importante, qui sera démultipliée. Et on peut même calculer le facteur de proportionnalité. Si je fais un produit en croix avec cette relation-là, je vais avoir F2 est égal à S2 sur S1 multiplié par F1. Donc ça veut dire que vous voyez que la force, elle va être augmentée, elle va être multipliée par un coefficient qui est égal en fait au rapport des surfaces. Ça veut dire que si je m'arrange pour prendre un piston de surface 10 fois plus importante que le petit, eh bien la force que je vais récupérer sera 10 fois plus importante que la force que je vais exercer. Alors évidemment, dans le cas d'un vérin hydraulique dans un garage, les rapports de surface parfois sont multipliés par 50, par 100, parfois même plus. Donc ça permet évidemment de démultiplier énormément les valeurs de force. Alors on en arrive maintenant à la loi fondamentale de l'hydrostatique. Alors cette loi, elle permet de calculer la variation de pression à l'intérieur d'un fluide. Imaginons j'ai un récipient qui contient un fluide, ça peut être un liquide ou un gaz. Je prends deux points, je vais prendre un point ici et un point ici. Je vais prendre le point qui est en haut, je vais l'appeler le point A, et le point qui est en bas, je vais l'appeler le point B. Alors B, je prends B pour bas, voilà, voilà. Ça vous aidera peut-être à retenir. Vous voyez que le point A et le point B, je les ai pas fixés, ils sont pas sur la même verticale. Par contre, ce qui va être important, c'est l'altitude à laquelle se situent ces deux points. Donc le point A et le point B. Je peux noter l'altitude du point A, je vais la noter ZA et ZB pour le point B, avec un axe des altitudes par exemple comme ceci, avec une origine et l'axe des altitudes Z. Eh bien la loi fondamentale de l'hydrostatique, elle dit que la pression au point B, donc en bas, moins la pression au point A, donc la variation de pression entre les deux, eh bien c'est égal à la masse volumique du fluide, multiplié par G, l'accélération de la pesanteur, multiplié par la différence d'altitude que l'on a entre les deux points, c'est-à-dire ZA moins ZB. Donc PB moins PA est égal, alors évidemment,
ce que j'ai ici, c'est un fluide caractérisé par une masse volumique ρ en kg par mètre cube. Parfois, dans les exercices, on ne vous donnera pas les altitudes, mais on vous dira, vous n'aurez pas forcément la valeur de l'altitude du point A et de l'altitude du point B, mais vous aurez la hauteur, par exemple, entre les deux points. Si cette hauteur, pardon, je la note H, eh bien, vous voyez que la relation devient PB, pression au point B, moins pression au point A, est égale à ρ, G, H. Donc ρ multiplié par G multiplié par H. G, je vous rappelle, c'est l'accélération de la pesanteur et ça vaut 9,81 mètres par seconde au carré. C'est une grandeur que vous avez déjà rencontrée. Voilà le principe fondamental de l'hydrostatique. Donc ça dit quoi? Ça dit que quand on est dans un fluide, plus on va descendre dans un fluide, en profondeur par exemple, plus la pression va augmenter. Alors parfois, vous voyez cette variation de pression, là, comme toutes les variations en physique, parfois on la note delta P. Delta P. Donc delta P, ça veut dire une différence de pression, PB moins PA. Et on écrira delta P est égal à ρ, G, H. Alors avec quelques valeurs de pression quand même à connaître, des valeurs particulières, le vide. La pression du vide, elle est égale à 0 Pascal. Oui, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, j'ai oublié de vous donner les unités. Donc les pressions, elles sont en Pascal. Donc les deux pressions ici en Pascal. La masse volumique, elle est en kg par mètre cube, kg moins 3. G, c'est 9,81. Et H, c'est la hauteur ou la différence d'altitude, et elle s'exprime en mètres. Donc les valeurs de pression à connaître sont celles-ci. Le vide, il n'y a pas de pression, il n'y a rien, donc 0 Pascal. La pression atmosphérique. Alors la pression atmosphérique, parfois on la note P0. Elle est notée P0. Et alors il y a plusieurs façons de décrire la pression atmosphérique. Si vous regardez un bulletin météo, on vous dira que c'est égal à 1015 hectopascal. Si vous convertissez ça, ça vous donnera à peu près 1 fois 10 puissance 5 pascal. Et 1 fois 10 puissance 5 pascal, c'est aussi égal à 1 bar. Donc vous voyez les conversions d'unités, vous avez différentes unités qui existent pour les pressions. Voilà ici la façon de passer des bars, transformer des pascals en bars et inversement. Et enfin, dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous avez un liquide, imaginez j'ai un récipient qui est rempli d'un liquide, de l'eau par exemple, ici. Donc ici j'ai de l'eau et au-dessus de ce récipient j'ai de l'air. Eh bien, on peut affirmer la chose suivante, c'est que en tout point qui sera ici à la surface de l'eau, ce point que j'ai représenté là, je vais l'appeler, je sais pas moi, je vais l'appeler D, voilà, E par exemple, voilà, je sais pas pourquoi E, voilà, point E. Ce point E, il est en contact à la fois avec l'eau et avec l'air. Si l'air est à la pression atmosphérique, eh bien j'aurai le droit d'écrire que la pression au point E est égale à la pression atmosphérique, donc la pression 1 bar ou 1015 hectopascal, ou autrement écrit P0. Donc je peux très bien, ce point E, là, il appartient, alors l'explication elle est donnée dans certaines vidéos que vous pourrez voir sur la capillarité par exemple, que j'ai faite. Ce point E, il est à la fois en contact avec l'air et l'eau, donc il y a égalité des pressions. On pourra dire que la pression de l'eau ici au niveau du point E, à la surface de l'eau, est égale à la pression atmosphérique. Voilà, dans ce cours, il y a aussi notion sur la poussée d'Archimède. J'ai fait une vidéo sur la poussée d'Archimède, vous irez voir la vidéo correspondante. Voilà pour le résumé de ce premier chapitre. Et bien, d'ici là, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.